Salam alaikum. Dans cet exercice, on va voir comment configurer un BIOS. Donc pour configurer un BIOS, on doit tout d'abord accéder au CMOS Setup. Donc pour accéder au CMOS Setup, on va allumer notre PC. Dès que le PC boot, alors on doit appuyer sur la touche supprime pour accéder au CMOS Setup, le menu de CMOS Setup. On voit ici qu'on a un type du BIOS d'une technologie Phoenix. On voit ici tous les onglets, commençons par le standard CMOS Features, Advanced BIOS Features, Advanced Chipset Features, Integrated Peripherals, Power Management Setup, PNP and PCE Configuration, PC Health Status, Frequency Control, Load File Save Default, Load Optimized Default, Set Supervisor Password, Set User Password, Save and Exit Setup, Exit without saving. Donc on va voir chaque onglet de ce menu. Commençons tout d'abord par le Standard CMOS Features. Alors le Standard CMOS Features qui nous permet de configurer la date, l'heure, on voit ici que les références de... Alors, on voit ici sur l'onglet du Standard CMOS Features, on voit bien qu'il existe plusieurs menus. Commençons tout d'abord par la date du système. Ce n'est ni plus ni moins que la date du système d'exploitation. Le deuxième menu, c'est l'heure. Bon, après la date, l'heure du système, nous pouvons modifier les valeurs grâce à la touche plus et moins. On a ici le menu du IDE Channel. C'est le mode de fonctionnement d'un disque dur IDE. On doit le laisser sur auto la plupart du temps, mais les disques ne sont détectés à chaque démarrage de l'ordinateur, ce qui allonge d'autant de cette étape. Ensuite, tout dépend de la façon dont nous avons formaté notre disque dur. Ces modes précisent la façon dont on utilise les cylindres et les secteurs du disque. On a ici le IDE Channel Master, c'est le disque dur Maxtor. Le IDE Channel Zero Slave, on n'en a pas ici. On a le IDE Channel 1 Master, c'est le graveur DVD. Et on a le deuxième ici, le IDE Channel 1 Slave, c'est le lecteur CD. On passe au menu du Drive A. Drive A, c'est le format de notre lecteur de disquette pour les personnes qui en possèdent encore. L'option à choisir sera sans doute le 1,44 MHz. On a ici le floppy 3 modes support. Il est destiné au pays du Japon. Là, on n'a pas besoin. On le met sur Disabled. Le mode vidéo, toujours EGA, VGA. Le menu Halt On. Le menu Halt On, c'est qui permet de choisir après quel type d'erreur le boot doit échouer. Donc on a ici, on va parler ce menu de ce menu. On a l'option de All Error, il s'arrête dans tous les erreurs. No Error, il ne s'arrête pas le système. All Error but Keyboard, sauf s'il y a un problème du clavier, le système doit s'arrêter. Ici on a All Error but Disquette, le système s'arrête si on a un problème de disquette.
Ici on a all error but disk and key. On doit le mettre toujours sur all error. On a vu le standard CMOS features. On doit passer maintenant sur le deuxième onglet, c'est le Advanced BIOS Features. Passons maintenant au menu au onglet du Advanced BIOS Features. On voit maintenant les menus de cet onglet. On voit le CPU Features, Hard Disk Boot Priority, Hyper-threading Technology, Quick Power on Self-Test, First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device, Boot Other Device, Boot Up Floppy Seek, Boot Up Numlock Status, Gate A20 Option, Thermatic Rate Setting, Security Option, Operating System Select for DRAM, HDD Smart Capability, Report, No FDD for Win 95, Delay for HDD per second, Small Logo EPA Show. On va voir maintenant le menu du CPU Feature. En tapant sur Entrée, on va maintenant voir les sous-menus de ce menu. On a le Delay Priority to Thermal. Ce sous-menu donne un délai et du temps avant que le CPU entre dans le mode thermique automatique. On doit lui donner, choisissant entre 4 minutes, 8 minutes, 16 minutes et 32 minutes. On opte pour les 16 minutes. Le deuxième sous-menu, le Limit Speed Max Val. On entre en tapant sur la touche Entrée. On voit ici que ce menu peut supporter que les prescodes CPU pour les systèmes d'exploitation. A noter que sur le NT4, il doit être Enable. Sur Windows XP, il doit être Disable. Passons maintenant au troisième sous-menu, c'est le C1E Support. Donc, activer ou désactiver la fonction du CPU. Cette fonction, on doit la enable, on doit la faire marcher ici. Execute disabled bits. Ça concerne par défaut, bon, ça concerne les Windows XP Operating System. Changeons la valeur pour disabled pour installer Linux Operating System. Comme on a ici le système d'exploitation, on est sous XP, alors on doit le faire enabled. Passons maintenant au menu. Le deuxième menu, c'est le Hard Disk Boot Priority. En tapant sur Entrée, on doit choisir lequel des disques durs qu'on met en priorité pour le boot. Voilà. Comme le cas ici, on a le premier, on a un seul disque dur, donc on les met en premier ici. Donc le troisième sous-menu, ça consiste le Hyper-threading Technology. Comme on a ici un CPU du type D, dual CPU, donc on doit le mettre sur Enabled.
On a maintenant le sous-menu Quick Power on Self-Test. Donc ce sous-menu permet de démarrer le PC plus vite en limitant le nombre de vérifications faites par le BIOS au démarrage. Donc, pour faire le test au démarrage. On a maintenant First Boot Device. Donc c'est pratiquement, permet de choisir quel est le premier périphérique à partir duquel le BIOS tente de démarrer la machine. On peut choisir notamment l'option floppy. On a ici le hard disk, le CD-ROM, le lecteur zip, le USB FDD, l'USB zip, l'USB CD-ROM. Donc par défaut, on utilise toujours le floppy en first boot device. Le second boot device, on va choisir le hard disk, le HDD. Le third boot device, on va choisir le CD-ROM comme le troisième périphérique du boot. Pour le boot other device, à valider, donc si on souhaite que les réglages du second boot device et third boot device soient pris en compte. Donc on doit le mettre sur Enable. On a maintenant le boot up floppy seek qui permet de dévalider la détection du lecteur de disquette au démarrage. Donc dévalider cette détection n'empêche pas le lecteur de disquette de fonctionner et accélère le démarrage de la machine. Alors on le met sur Disable. On a maintenant le boot up numlock statut, donc qui peut verrouiller le pavé numérique, celui à droite du clavier, en mode numérique ou pas au démarrage. Donc on le met sur on. On arrive maintenant au Gate A20 option. On arrive maintenant au sous-menu Boot Up Floppy Seek. Donc pendant le boot, le BIOS détermine si l'unité de disquette installée possède 40 ou 80 pistes, qui permet de faire un test au lecteur de disquette. Donc si on n'a pas ici un lecteur de disquette installé, on doit le mettre en Disabled. Maintenant on va voir le boot up numlock statut. On active on. Si on met en on, on active le verrouillage numérique du pavé numérique du clavier dès le démarrage du système. Donc c'est une option recommandée. Si on met sur off, on désactive le verrouillage numérique du clavier au démarrage. Donc on va le mettre sur on. On arrive maintenant à Gate A20 option. C'est la ligne A20, option signal A20, fait référence au premier 64 kilooctets de la mémoire étendue, donc ou la mémoire haute. Cette option permet à la ligne A20, qui est supportée par certains chipsets, d'accéder à la mémoire au-dessus de 1 mégaoctet. Donc on le met sur normal ou fast, ça veut dire rapide. On le met sur rapide.
On arrive maintenant sur le sous-menu Thermatic Rate Setting. Si on le met en Enabled, ça active la personnalisation de la vitesse de répétition des touches du clavier grâce aux deux options qui suivent. Bon, si on le met sur le Disabled, on le désactive. Il laisse le clavier avec comportement de répétition des touches standards. Donc, c'est l'option recommandée. Donc, si on le met sur Enable, on doit aussi configurer ces deux options, Thermatic Rate Shards per Second. C'est la valeur qui permet de régler la vitesse de répétition des touches. Les valeurs numériques sont comprises entre 6 et 30. 6 et 30 caractères par seconde. On met sur 6. On a l'autre option qui est le Thermatic Delay en millisecondes. C'est le temps de millisecondes après lequel la répétition de la touche qui est restée enfoncée se déclenche. Donc on a ici la valeur entre 250 et 1000 millisecondes. On va choisir 250. Donc on n'a pas besoin de ces deux sous-menus, alors on va le faire sur Disabled. Comme ça, on ne peut pas les configurer comme ça. On arrive maintenant sur la Security Option. Donc la Security Option, c'est le moment d'activation du mot de passe. Donc le mot de passe, s'il existe, on va voir la section du password. Donc on va la voir après. Donc le mot de passe est demandé soit avec l'option Setup, permet simplement d'accéder au Setup au moment de l'appel du Setup. C'est le mot de passe Supervisor Password qui est demandé dès que le système boot. Un mot de passe sera systématiquement demandé à chaque démarrage afin de pouvoir utiliser la machine. Sinon, pas de boot. C'est le mot de passe User Password qui est demandé. Donc on remarque si aucun mot de passe n'existe dans la section password, aucune demande de mot de passe n'est faite. Donc si on met ici un mot de passe, à noter de ne pas l'oublier. On passe maintenant au Operating System Select for DRAM 64 MB. Donc si on active ce menu, donc on active la gestion de la RAM spécifique compatible avec l'Operating System 2 qui est installé, ou Operating System 2 installé, et RAM qui est au-dessus de 64 mégaoctets. Donc on fait cette option permettant simplement de corriger une mauvaise gestion de la RAM par le Operating System 2. Aujourd'hui, ce problème est corrigé. Donc on est sur Windows XP. Ici, si on installe un système d'exploitation serveur, si on a un serveur, on doit activer cette option. Donc ici on n'en a pas besoin. Passons maintenant au HDD Smart Capability. Donc on arrive maintenant au sous-menu HDD Smart Capability. La technologie Smart, c'est si on la active, le système d'exploitation ou le PC doit toujours faire un détectage, si on veut dire, c'est un test
sur les disques durs pour qu'ils puissent voir s'il y a une erreur ou pas à chaque démarrage, à chaque démarrage du PC. Dans cette technologie, donc si on l'active, le système d'exploitation doit toujours, par cette technologie, faire un test sur les disques durs à chaque démarrage du PC. Donc ça ralentit un peu le fonctionnement. On va la désactiver. Comme ça, le système d'exploitation peut aller plus vite. On arrive maintenant sur le report No FDD for Win95. C'est permis d'utiliser le Windows 95 sans le lecteur de disquette. Donc on l'active par défaut comme ça. On l'active. On ne sait jamais si on peut installer un système d'exploitation Windows 95 sans le lecteur de disquette. On a maintenant le sous-menu, le Delay for HDD par seconde. Donc ce menu permet d'introduire un délai avant la détection des périphériques IDE, donc utile pour permettre à certaines très vieux périphériques IDE d'avoir le temps de démarrer. Donc le laisser par défaut, sauf si besoin de ce menu. Par défaut, on le laisse par défaut 0. On a maintenant le delay for HDD donc par seconde. Ce sous-menu nous permet d'introduire un délai avant la détection des périphériques IDE. Donc ce sous-menu est utile pour permettre à certains très vieux périphériques IDE d'avoir le temps de démarrer. Donc on le laisse par défaut le 0 seconde. Comme ça, on ne le laisse pas faire un délai pour détecter ces périphériques. On passe maintenant au Small Logo EPA Show. Donc on n'en a pas besoin, c'est permettre au logo de cette technologie EPA de s'afficher. Donc on le désactive. Donc on a terminé par l'onglet Advanced BIOS Features. On va passer maintenant au troisième onglet qui est le Advanced Chipset Features. On va voir maintenant le CPU Features. Dans ce menu, en pressant sur Entrée, on voit des sous-menus ici qu'on va les voir l'un par l'autre. Donc on a le premier c'est le Delay Prior to Thermal. C'est pour donner un délai du temps avant que le CPU entre dans le mode thermique automatique. Donc par défaut c'est 16 minutes. Le délai pour que le CPU entre dans le mode thermique, on a le choix entre 4 minutes, 8 minutes, 16 minutes et 32 minutes. Donc par défaut c'est 16 minutes. On passe maintenant sur le Limit CPU Max Val. Ce menu ne peut supporter que la technologie des Prescott CPU pour le système d'exploitation. A noter que sous le NT 4.0, il doit être activé. Donc sous Windows XP, il doit être désactivé. Donc on le désactive, on le met sur Disabled. Voilà. Passons maintenant sur ce menu, le C1E Support. Donc il
activer ou désactiver la fonction de ce menu. Donc on le met sur Enabled. Et maintenant on va voir le Execute Disabled Bit. Donc pour ce menu, bon, on peut laisser cet article par défaut sous Windows XP. Donc on peut changer la valeur pour le désactiver si on installe le système d'exploitation Linux. Donc on est ici sous Windows XP, donc on l'active. On le désactive sauf si on installe le Linux. Voilà, on a terminé par ce sous-menu. Passons maintenant. On va voir maintenant le troisième onglet qui est le Advanced Chipset Features. Donc on va voir ce qui les différentes sous-menus, en commençant par le DRAM Timing Selectable. On va faire entrer ici, on va deux options, manuel ou by SPD. Donc le DRAM Timing by SPD, c'est on peut ici configurer les timings mémoire. Si on savent pas que les valeurs quelle valeur placer ici, on procède par tâtonnement ou mettez ce paramètre sur Enabled by SPD. Donc SPD, c'est le Serial Presence Detect, configure alors automatiquement les valeurs. Si on le met par manuel pour accéder à toutes les options, alors choisissons alors les valeurs les plus petites possibles pour accélérer le PC. Si nous ne pouvons plus redémarrer ou que le PC n'est pas stable, on doit augmenter les valeurs petit à petit. Donc ces valeurs-là. Donc on a la première valeur, si on met sur manuel, on doit configurer le cache latency time. Donc ce paramètre permet de contrôler le délai, donc mesuré en cycle d'horloge, que met la mémoire à lire les données une fois qu'elle les a reçues. Plus cette valeur est basse, meilleures sont les performances. Ce paramètre est particulièrement important en matière de stabilité de sa machine, notamment lors du l'overclocking. Le deuxième, c'est le Active to Percharge Delay. Donc, ça constitue le nombre de cycles d'horloge compris entre l'activation d'une commande et la précharge qui s'ensuit. On peut connaître cette valeur par la somme. Passons maintenant au troisième onglet qui consiste l'Advanced Chipset Features. Le premier sous-menu, c'est le DRAM Timing Selectable. Donc nous pouvons ici configurer les timings mémoire. Si on ne sait pas quelle valeur placer, donc on doit mettre ce paramètre activé by SPD, le Serial Presence Detect. C'est par défaut, on doit le mettre sur cette option by SPD pour ne pas entrer dans ces détails là qui doit être configuré par des gens vraiment expérimentés. On a maintenant le Memory Frequency for. Donc ici on a l'option auto. Si on
on entre ici, on voit la fréquence de la RAM. On a la DDR266, DDR320, DDR400 ou l'option automatique. Si on ne sait pas la fréquence de la RAM qu'on a sur notre PC, on doit la mettre par défaut sur auto. On a maintenant le système BIOS cachable. Bon, le système BIOS cachable, cette option permet à l'utilisateur de savoir quand les zones du BIOS système sont en mémoire cache ou pas. Donc, par défaut, on le met, on l'active. La suite, on va voir sur le vidéo BIOS cachable. Le vidéo BIOS cachable le gère, le fait que la mémoire cache de la machine, donc si elle existe, peu cachable ou non, voir son rôle étendu aux zones d'adresse contenant le BIOS vidéo. Donc, d'où l'amélioration des temps d'accès au BIOS. Donc, on va voir maintenant le vidéo BIOS cachable. Donc, le vidéo BIOS cachable. Donc, on a deux options ici, activer ou désactiver, disabled ou enabled. Donc, si on met sur enabled, ça autorise la mise en mémoire cache des adresses du BIOS vidéo. Donc, ce qui est recommandé, c'est la désactiver. Donc, pour interdire la mise en cache du BIOS vidéo. Donc, on la met sur, on la désactive, on la met sur disabled. Donc, on va voir maintenant l'AGP Aperture Size en mégabytes. Donc, ça permet de définir en mégaoctets la quantité de mémoire maximale qui peut être utilisée par les périphériques AGP. Donc, normalement, à régler sur la moitié de la mémoire vive. Donc, par défaut, on la met sur le 128 mégabytes ou 128 mégaoctets. Passons maintenant sur Init Display First. Donc, cela permet de spécifier le type de la carte graphique présente sur le système. Donc, si on a PCI carte, par défaut, on la met sur le PCI slot. Si on a carte graphique PCI Express, si elle est connectée sur le premier slot, on la met sur onboard AGP. Comme on a ici une carte graphique qui est intégrée, alors on doit mettre sur PCI slot. Passons maintenant au Photon Acceleration Technology. On a sur ce menu là, on a le Fast Chip Select. Le Fast Chip Select, ce menu nous permet de lire le transfert de données du CPU au GMCH. Donc c'est une technologie quand même. Par défaut, on va l'activer ou la mettre en mode automatique. Après, on a le CPC ADDR Control. Donc, ce menu nous permet d'augmenter la performance ou l'exécution quand le DDR400 DIMM est installé. Donc, si on la met sur Enable, si on l'active ce menu, cette option, donc on peut mettre le système instable. On va la mettre sur le mode automatique.
Comme ça, le système gère cette option. Passons maintenant au Turbo Mode. Donc le Turbo Mode, ce menu nous permet d'augmenter la performance de l'exécution du CPU, le cache L2, prévoyant à grande vitesse. On peut booster le, le cache du CPU. On peut le booster par cette option. On la met sur Enabled. Donc de préférence, par défaut, on va la mettre sur auto. Comme ça, on garde la stabilité du système. On va voir maintenant le on-chip VGA setting. Donc on a ça concerne l'option vidéo, la carte graphique. Donc si elle est intégrée, on a on-chip from buffer size, c'est le buffer from. Donc par défaut, on a option de la mettre en 1 MB ou 8 MB ou 16 MB. Donc par défaut, on va la mettre sur le buffer size, on va le mettre sur le 8 MB. Donc par défaut. On a maintenant le boot display. Donc si on entre sur cette option, on voit les différentes options. En auto, on a le CRT, c'est le type des écrans que le boot doit détecter dès le démarrage du système. Donc on ne sait jamais ce qu'on va mettre comme écran. Donc on doit le laisser sur le mode automatique. Comme ça, ça empêche de régler cette option à chaque fois qu'on change le type d'écran du PC. Donc on a terminé par cet onglet, le Advanced Chipset Features. On va passer maintenant au quatrième onglet, qui est le Integrated Peripherals. Donc on voit ici qu'il y a trois menus dans l'onglet du Integrated Peripherals. Donc le premier menu, ça consiste le On-Chip IDE Device. On va voir ce menu en tapant sur Entrée. On voit ici qu'il y en a, ça existe des sous-menus, on va les voir un après l'autre. Donc commençons par le IDE HDD Block Mode. Donc cette option permet de définir le mode bloc d'un disque dur IDE. Si le disque dur IDE supporte le mode bloc, donc cette fonction peut être activée pour accélérer le temps d'accès au disque dur. Dans le cas contraire, on va le désactiver pour éviter les erreurs d'accès au disque dur. Le deuxième, c'est le On-Chip Primary PC IDE. Donc, comme indique le plus haut, le système comporte deux contrôleurs intégrés qui fonctionnent l'un et l'autre sur le bus PCI. Cette option de configuration permet d'activer ou désactiver le contrôleur primaire. Donc l'utilisateur a la possibilité de désactiver le contrôleur s'il veut ajouter un contrôleur plus performant ou spécialisé. Le troisième, c'est le IDE Primary Master PIO. Donc cette option permet de sélectionner 5 modes définis. Donc définis en mode manuel et un seul en mode automatique. Les valeurs suivantes. Donc on a ici le mode 0, le mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Automatique, c'est les valeurs par défaut pour la synchronisation PIO, Maître Primary
sur la carte mère. Donc on va la mettre sur le mode automatique. La même chose pour le IDE Primary Slave PIO. Donc cette option permet de sélectionner 5 modes définis en mode manuel et un seul en mode automatique. Donc les valeurs suivantes: le mode 0, le mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Et automatique, c'est la valeur par défaut pour la synchronisation PIO esclave primary sur la carte. Donc on va la mettre sur mode automatique. La même chose pour le IDE Primary Master Ultra DMA, Ultra DMA, si on a les disques durs qui supportent la technologie Ultra DMA. La même chose pour le IDE Primary Slave Ultra DMA. Donc tout ça, on va les laisser par défaut en mode automatique. On arrive maintenant au on-chip secondary PCI IDE. Donc c'est pour le contrôleur primaire. Cette option de configuration permet d'activer ou désactiver les contrôleurs secondaires. Donc l'utilisateur a la possibilité de désactiver le contrôleur s'il veut ajouter un contrôleur plus performant ou spécialisé. Donc on doit la laisser. On va la désactiver comme ça. Si on va l'activer, on doit automatiquement régler tous ces ou paramétrer ces sous-menus qui suivent. Donc on va la désactiver. On a ici le ATA 6600 câble message. Donc on arrive maintenant au on-chip secondary PCI IDE. Donc comme indique le menu, pour le contrôleur primaire, cette option de configuration permet d'activer ou de désactiver le contrôleur secondaire. Donc l'utilisateur a la possibilité de désactiver le contrôleur s'il veut ajouter un contrôleur plus performant ou spécialisé. Donc on le laisse activer ici, Enable. On va mettre tous les menus qui suivent en mode automatique. Comme ça, on risque pas de faire déstabiliser le système ou comme ça. On va passer directement au on-chip serial ATA. Donc si on utilise des disques durs en mode ATA, donc ici on a un disque dur simple. Donc on va sauf si on utilise des disques durs serial ATA, on va activer ce menu. Donc on n'en a pas ici, on va la désactiver. Donc on a terminé par l'onglet de on-chip IDE device. On va quitter. Donc passons maintenant au onboard device. Dans ce menu, on va voir ce qui concerne le onboard device. Onboard device.
Donc dans ce menu, on va voir le USB controller. Le USB controller, c'est donc la majorité des périphériques sont maintenant compatibles avec la norme 2.0 de l'USB. Donc on va le garder activé. Passons maintenant au USB 2.0 controller, la même chose. On va l'activer, on va le laisser sur Enable. Donc le troisième sous-menu, donc on a l'USB Keyboard Support. Donc on l'active si on possède un clavier USB. Un clavier USB. Si on a un clavier USB, on doit activer cette option, comme le cas ici. Le quatrième sous-menu, USB Mouse Support. USB Mouse Support, de même que pour le clavier. Donc en activant cette option, si on possède une souris connectée en USB, comme le cas ici. AC97 audio, donc ça concerne la carte son qui est intégrée à notre carte graphique. Si on achète ou on veut mettre une autre carte son, on va désactiver cette option pour qu'on puisse installer une nouvelle carte son en mode AGP. Donc c'est pas le cas ici. On utilise ici la carte son intégrée. Donc on va garder sur le mode automatique. Le même cas pour le modem AC97 modem, qui est intégré à notre carte mère. On va la laisser sur le mode automatique. Si on veut placer un nouveau modem, donc on doit la désactiver ici. Donc on arrive maintenant sur le onboard LAN device. Activer ou désactiver le périphérique réseau Ethernet de notre carte. C'est pour la carte réseau, qui est intégrée à notre carte mère. Donc si on veut rajouter une autre carte réseau, on doit désactiver celle qui est intégrée à notre carte mère. On doit la laisser activée ici. Donc on arrive maintenant sur le onboard line boot ROM. Si on laisse activer cette option, on autorise l'installation des systèmes d'exploitation par réseau ou via le réseau. Donc qui n'est pas le cas ici. On va la désactiver, on va la laisser désactiver comme ça. On a terminé par le menu de onboard device. On va voir le troisième menu qui est le super IO device. Sur le menu de super IO device, on va voir, tapons sur Entrée, on va voir les sous-menus. On trouve ici le premier sous-menu, le onboard FDC controller. Donc le onboard FDC controller, par défaut on le met sur, en l'activant, on le met sur le Enabled. Donc si on a un contrôleur de lecteur de disquette, si le système n'a pas de lecteur disquette, il faut le désactiver. Comme le cas ici, on a le lecteur de disquette, donc on le met sur activer. Le deuxième, le onboard serial port 1.
Donc, permet d'associer le port série physique présent sur la carte mère à Serial Port 1, un port logiciel du système. Si on le désactive, le port physique n'est pas associé à un port COM ou COM1, IRQ4, etc. Donc on va l'associer par défaut au 3F8 ou IRQ4. Le troisième, c'est le UART de mode contrôleur. Donc c'est un microcontrôleur c'est un matériel nécessaire pour effectuer la communication en duplex intégral. Donc de série, émettre et recevoir simultanément en incorporant un UART. Un UART c'est Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Donc on le désactive ici. Passons maintenant au on-board parallèle port. On-board parallèle port, c'est qui nous permet de sélectionner l'adresse du port série 1. Donc par défaut en mettant sur auto, ou de spécifier cette option, la deuxième, 378 et RQ7. Passons maintenant sur le parallèle port mode. Donc c'est le choix du type de transfert sur le port imprimante normal. Donc c'est le port parallèle. On a le choix entre le SPP, le PP, ECP, ECP plus EBP et le mode normal. Comme on utilise ici une imprimante de jet encre, donc le plus rapide en transfert, on le met sur EPP plus EPP. Donc le cumul de gestion des ports. Le EPP c'est le port parallèle étendu, Extended Parallel Port. Le CP c'est autre norme du port étendu, plus rapide en transfert. Donc on met cette option, le ECP plus EPP. Passons maintenant sur le sous-menu le CP Mode Use DMA. C'est l'accès direct à la mémoire en mode ECP. Cette option permet de spécifier le canal d'accès direct à la mémoire DMA pendant l'utilisation d'une unité ECP. Donc l'option DMA 1 et DMA 3. On a ici le 1 et le DMA 3. Cette option n'apparaît pas sur le menu lors de la sélection des modes imprimante SPP et EPP. Donc on le met sur le DMA 3. On arrive maintenant au dernier sous-menu, c'est le Power On After Power File. Permet au PC de redémarrer automatiquement après une coupure de courant. Donc c'est très utile pour un PC monté en serveur. Non validé, c'est par défaut. Donc on le met sur Off. Donc on a terminé par le Super IO Device. Donc l'Integrated Peripheral, on a terminé aussi. Passons maintenant aux onglets Power Management Setup. Donc dans l'onglet de Power Management Setup, donc qui nous permet d'accéder à des options liées à la gestion d'énergie avec les réglages par défaut, donc suivant l'activité du PC et des périphériques et le IO. Le PC va progressivement passer en mode normal et en mode en plus économique. Donc on va voir les sous-menus. Commençons par le Video Off Method. Donc la méthode vidéo
Cette option permet de définir les différentes fonctionnalités de la vidéo. On a trois options ici. Le blank screen. Donc le blank screen, c'est la synchronisation verticale et horizontale. Plus le blank. Vertical et horizontale synchronisation plus blank. La troisième option, c'est le DPMS. C'est l'écran vierge uniquement. Le BIOS désactive également les signaux verticales synchronisation et horizontale synchronisation dans les cartes VGA vers le moniteur. Donc la première option, c'est le paramétrage par défaut et celle qui correspond au moment où le système efface l'écran lorsqu'il désactive la vidéo. C'est le balayage horizontal et vertical. On le laisse sur DPMS par défaut. Donc le deuxième menu, c'est le Video Off in Suspend. Donc cette option définit la suspension du mode vidéo quand le système est en mode suspendu. Donc on l'active, on le met sur Yes. Donc le troisième menu, c'est le Suspend Type. On va voir maintenant le menu de HDD Power Down. Donc c'est la mise à l'arrêt du disque dur entre 1 minute jusqu'à 15 minutes. Donc cette option permet de définir le délai d'inactivité du disque dur à l'issue duquel le disque dur passe en mode économique d'énergie. Donc le moteur de disque dur va s'arrêter ou suspendu. Donc le BIOS met à l'arrêt le moteur du disque dur lorsque le système est en mode suspendu. Donc désactivé, il n'y aura pas la mise à l'arrêt du moteur du disque dur. Donc on peut régler ça en mode soft, donc dans le système d'exploitation XP. Donc on va la laisser désactiver. On arrive maintenant au Soft Off by Power Button. Donc on peut démarrer le PC en mode soft en appuyant sur il y a des claviers qui ont un bouton qui puisse, en appuyant sur lui, on peut déclencher le démarrage du PC en mode soft. Passons maintenant sur le Resume by PCI PME. Donc pour il reste les autres menus, c'est pour des gens expérimentés dans le hard et le soft en informatique. C'est pour on puisse démarrer ou éteindre le PC à travers une ligne téléphonique ou d'un signal ou même par un signal d'un téléphone ou appel téléphonique. Donc en laissant ça en mode désactivé, tout le reste des menus. On a terminé par l'onglet de Power Management Setup. On va sortir.
On va voir maintenant le PNP PCI Configuration. Dans l'onglet de PNP and PCI Configuration, on trouve le premier menu, c'est Reset Configuration Data. Dans ce menu, quand on l'active et le système redémarre, donc le plug and play configuration data qui sont sauvegardés dans le BIOS setup seront effacés de la mémoire, donc en le laissant désactivé comme ça. Passons maintenant aux ressources controlled by. Donc cette option est par défaut en mode auto, ce qui signifie que les ressources ERQ et DMA réservation mémoire sont allouées automatiquement par le BIOS au démarrage. Si tous les périphériques sont plug and play, si vous avez un conflit ou une ancienne carte dont vous voulez attribuer les sources manuellement, donc il nous faut alors connaître le canal DMA et l'ERQ demandé par cette carte. Donc il nous faut mettre l'option manuel, bien évidemment, si notre ordinateur fonctionne correctement. Donc laissons cette option en mode auto. Passons maintenant au PCI VGA Palette Snoop. Donc doit être activé s'il y a une carte MPEG installée dans le système et désactivée dans les autres cas. Donc cette option permet de contrôler la façon dont une carte graphique MPEG PCI peut espionner les cycles d'écriture dans les registres de la palette couleur d'une carte vidéo VGA ISA. Donc dans le cas ici, on la désactive. Passons maintenant au Assign ERQ for USB. Donc cette option nous permet de spécifier quel est l'ERQ, donc l'interruption request, assigné au port USB en cas de problème. Donc si tout va bien, laissons cette option désactivée, ce qui correspondant à une allocation d'ERQ automatique. On a ici le INT PIN 1 assignement. Donc on va laisser tout ça en mode automatique. Donc dans ce menu, il peut identifier la demande ou la requête d'interruption ERQ, la ligne assignée à un périphérique connecté à l'interface PCI de notre système. Le même cas pour les autres menus. Donc laissons ça en mode automatique. On a terminé par configurer l'onglet de PNP PCI Configuration. On va sortir. On va passer maintenant sur l'onglet PCI Health Status. Dans cet onglet, on trouve des menus, en commençant par le Smartphone Control. Donc dans ce menu qui contrôle les paramètres critiques dans notre système, ainsi aux accès des options suivantes. Le Smartphone Control, c'est on peut contrôler notre ventilo. Si on le met activé, on doit configurer le Smart CPU température, CPU tolérance température. On doit le mettre la température tolérée pour le CPU, le Startup Data Cycle, Stop Data Cycle, Target Temperature, Shutdown Temperature.
Donc pour le Smart CPU température, on va voir maintenant le menu de Stop Data Cycle qui permet de mettre manuellement le cycle de devoir d'arrêt du ventilateur intelligent pour laisser le contrôleur du système, le ventilateur, va à toute vitesse d'une façon efficace. Le target température, donc par défaut c'est désactivé, disabled. Ce menu qui nous permet l'étranglement contre le CPU cible ou vise la température. Shutdown température. Donc cette commande nous permet de régler la température du processeur au-delà de laquelle le système se mettra automatiquement donc en rideau ou qui va s'éteindre. On a terminé par l'onglet du PC Health Status. Passons maintenant à l'onglet Frequency Control. Donc cet onglet nous permet de mettre la vitesse d'horloge et le bus du système pour notre le bus de système pour notre système. Donc l'horloge, la vitesse et le bus de système sont déterminés par la sorte de processeur que nous avons installé dans notre système. On trouve ici 3 menus. Donc l'autodetect PC clock. Donc ça envoie des signaux moins forts dans la carte mère pour éviter les parasites dans le milieu. Donc et autour d'elle. Donc à désactiver. Passons maintenant au Speed Spectrum. Speed Spectrum, ça envoie des signaux moins forts dans la carte mère. Donc dans l'onglet de Frequency Control, dans le contrôle de fréquence, on trouve ici les 3 menus. Donc commençons par l'autodetect PC clock, qu'on doit la mettre. Donc ce qui est recommandé, c'est la mettre activée en enabled, comme ça qu'elle détecte l'horloge du PC automatiquement. Le deuxième menu, c'est le Speed Spectrum. Le Speed Spectrum, donc ça envoie des signaux moins forts dans la carte mère pour éviter les parasites dans le milieu qui est autour d'elle. Le troisième menu, donc le troisième menu, CPU Clock, donc qui utilise l'horloge d'hôte du CPU pour mettre la fréquence de bus de devant pour les processeurs installés. Donc d'habitude, on a ici la valeur entre 200 et 233. On va laisser sur le minimum, sur le 200. On a terminé par de voir cet onglet de Frequency Control. On est arrivé maintenant
à l'onglet de Load File Save Default. Donc si notre machine est instable et que nous n'arrivons pas à en trouver la cause, cette option pourrait bien nous aider en cliquant sur ce menu, puis en confirmant, si on met ici sur Yes, donc le BIOS se réglera au niveau de performance minimale, ce qui correspond aussi à la stabilité maximale, donc à utiliser avec prudence. Donc suivant le BIOS, cette option ira jusqu'à dévalider la mémoire cache du processeur, ce qui dégradera grandement les performances qui vous ne la réactivez pas vous-même. Donc on ne va pas l'utiliser comme ça. Passons maintenant à l'onglet de Load Optimized Default, donc tout au contraire de l'option précédente. Donc celle-ci nous permettent de revenir au réglage d'usine qui correspond en gros au réglage de performance optimum. Donc cela peut varier suivant le BIOS, mais en général tous les réglages ne sont pas obligatoirement optimum. Donc la vitesse de la mémoire notamment restera au minimum. À nous de les régler si on veut encore grignoter des performances. En ce qui concerne l'onglet de Set Supervisor Password, donc permet de régler le mot de passe pour accéder au BIOS, donc pour démarrer le système. Si on veut mettre un mot de passe pour accéder au BIOS, on doit entrer notre mot de passe ici et en le confirmant. Donc si on ne veut pas mettre un mot de passe, on n'a qu'à sortir de ce menu. Si il persiste, si on ne met rien ici, on voit que l'écran qui s'affiche ici, le password disabled. Donc press any key to continue. Donc on met n'importe quelle touche pour continuer. Ici, dans cet onglet, on a le Set User Password. On peut faire ça en mode soft dans le système d'exploitation. C'est pour mettre un mot de passe pour accéder au système d'exploitation. L'avant-dernier onglet, c'est Save and Exit Setup. Donc, en sélectionnant cette option et en confirmant, nous sortons du BIOS en sauvant les modifications que nous venons de faire. Donc, si en quittant le BIOS par le menu Exit Without Saving, évidemment, nous gardons les réglages précédents du BIOS et les éventuelles modifications que vous avez faites ne seront pas prises en compte. Donc si on a fait des changements ici au BIOS, si on veut les sauvegarder, on n'a qu'à suivre ou qu'à aller jusqu'à cet onglet pour les sauvegarder et sortir du BIOS. Tout au contraire, dans ce dernier onglet, c'est Exit Without Saving. Donc en sortant sans sauvegarder les modifications qu'on a pu les faire dans le BIOS. Comme ça, on a terminé pour voir tous les paramètres de ce BIOS qui est d'une technologie Phoenix. Our BIOS CMOS Setup. Merci.